Bonjour, je suis Estelle Duprat. Et je suis Laura Rodriguez. Bienvenue dans ce webinaire consacré au partenariat dans le cadre de l'appel à proposition Erasmus+ 2021. Cette session d'une quarantaine de minutes s'inscrit dans le parcours Prêt pour Erasmus+ 2021, dont vous trouverez tous les détails sur le site web de l'Agence nationale, agence.erasmusplus.fr. Ces informations, en date du 8 avril 2021, sont données sous réserve de la publication de la circulaire Erasmus+, au bulletin officiel de l'Éducation nationale 2021, bientôt disponible sur les sites du ministère de l'Éducation nationale et sur notre site web Mon projet Erasmus+. Attention, pour identifier le type de projet correspondant le mieux à votre idée, il vous faut avoir bien compris les éléments suivants. Les objectifs et les priorités du programme Erasmus+, le secteur dans lequel s'inscrit votre projet, si votre idée de projet relève de l'action clé 1 ou de l'action clé 2 du programme Erasmus+. Si vous vous questionnez sur un ou plusieurs de ces points, et avant de continuer à suivre cet enregistrement, nous vous invitons à visionner la vidéo et son diaporama, s'informer pour bien débuter avec Erasmus+ 2021-2027, disponible sur la chaîne YouTube de l'Agence nationale. L'objectif de cet enregistrement est de vous aider à vous repérer dans l'appel à proposition 2021, action clé numéro 2, coopération entre les organisations et les institutions, et plus particulièrement sur les partenariats pour la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation. Nous verrons ensemble la définition des partenariats pour la coopération, les règles budgétaires des partenariats de coopération et des partenariats à petite échelle, on va voir ce que ça veut dire tout cela en suivant, et puis comment préparer votre candidature. Chapitre 1, les partenariats pour la coopération dans l'action clé 2, contexte et priorité. Premier élément à noter, vous trouvez dans l'action clé 2, coopération entre les organisations et les institutions, 5 grands types de projets possibles. Les partenariats pour la coopération, les partenariats pour l'excellence, les partenariats pour l'innovation, renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse et les manifestations sportives européennes à but non lucratif. Nous travaillerons dans cet enregistrement sur les partenariats pour la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation. Les partenariats pour la coopération s'adressent à tous les acteurs académiques, entreprises, collectivités territoriales et associations impliqués dans l'éducation et la formation. Ils visent à permettre aux organismes d'accroître la qualité et la pertinence de leurs activités en développant et en renforçant leur réseau de partenaires afin d'opérer ensemble à un niveau transnational. Il s'agit d'accroître leur insertion internationale et d'échanger, développer de nouvelles méthodes et pratiques en confrontant les idées. Les résultats du projet doivent être transférables et évolutifs. À un niveau plus macro, les partenariats pour la coopération ont vocation à soutenir la réponse que les systèmes d'éducation et de formation peuvent donner aux challenges du monde actuel, c'est-à-dire travailler sur des sujets comme le développement durable, la transformation numérique, l'employabilité, la stabilité économique et la croissance, mais aussi sur les compétences sociales, civiques, interculturelles, les valeurs démocratiques, les droits fondamentaux, l'inclusion sociale, etc. D'ailleurs, une des spécificités des partenariats pour la coopération est qu'ils doivent s'inscrire dans des priorités. En effet, tous les ans, la Commission européenne précise pour tous les champs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport des priorités et des objectifs communs. En plus de développer les capacités des organisations impliquées dans des projets Erasmus+, comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, les partenariats pour la coopération ont pour cible de contribuer, grâce à leurs résultats, à l'atteinte de ces objectifs et de ces priorités. C'est pourquoi, si vous décidez de demander un financement pour un partenariat pour la coopération, votre projet doit être construit pour répondre à une ou plusieurs priorités et doit l'expliciter clairement dans la demande de financement Erasmus+. En 2021, votre projet de partenariat pour la coopération doit donc cibler au moins une priorité horizontale et ou une priorité sectorielle.
Les priorités horizontales sont des priorités que vous retrouvez quel que soit le secteur dans lequel s'inscrit votre projet. Vous le voyez à l'écran, elles sont au nombre de 4 pour l'appel à proposition Erasmus+ 2021. Nous vous rappelons qu'elles sont communes au secteur de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes. Référez-vous au guide du programme Erasmus+, page 168 de la version anglaise, pour une description détaillée de ces priorités. Les projets s'inscrivant dans ces priorités horizontales et ayant sélectionné l'une d'elles comme priorité principale dans le formulaire de candidature obtiendront 3 points supplémentaires au titre du critère d'évaluation pertinence du projet dès lors que dans la demande de financement, vous faites clairement le lien entre votre projet et la priorité choisie. Les priorités sectorielles, comme leur nom l'indique, sont spécifiques au secteur dans lequel s'inscrit votre projet. Prenez bien connaissance des priorités sectorielles 2021. Vous les retrouverez dans le guide du programme Erasmus+. Elles y sont très bien détaillées. Voici comment 2 partenariats peuvent s'inscrire dans une priorité du secteur sur lequel ils déposent leur demande de financement. Prenons pour commencer un projet déposé sur le secteur de l'enseignement scolaire. Il répond à une priorité spécifique du secteur qui est la promotion d'une approche globale de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. C'est un projet porté par un département, une collectivité territoriale, mais qui réunit aussi des établissements scolaires, des collèges et des associations qui mêlent donc 3 pays participants au programme pour cette structure représentée. L'objectif de ce projet est de réunir, de travailler sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel autour d'un travail sur l'apprentissage des langues régionales, ici le gaélique et l'occitan. L'objectif est pour les partenaires de coopérer, notamment en créant une mallette pédagogique sur l'enseignement des langues régionales comme vecteur d'une citoyenneté européenne, tout en s'attachant au patrimoine culturel et à la diversité biologique de chacune des régions concernées. Le secteur éducation des adultes propose 5 priorités. L'une d'elles porte sur la recherche et le développement de situations d'apprentissage innovantes. Cette priorité soutient les environnements d'apprentissage locaux, l'inclusion sociale, l'engagement citoyen, la démocratie. Elle encourage à attirer et offrir des possibilités d'apprendre à chacun d'entre nous tout au long de sa vie. L'objectif, c'est de nous aider à collecter les compétences nécessaires pour nous adapter le mieux possible aux changements dans nos vies. Le projet Be In, porté par la mairie de Billère, s'inscrit dans cette priorité. Il vise à permettre aux groupes cibles, élus, techniciens de collectivités locales, membres d'organisations issues de la société civile, professionnelle ou bénévoles, qui travaillent dans le champ de la participation citoyenne, d'échanger des bonnes pratiques sur la participation citoyenne inclusive, c'est-à-dire la mobilisation des personnes les plus exclues dans les processus de participation citoyenne. La finalité des partenariats pour la coopération est donc de développer, transférer et ou mettre en œuvre des pratiques innovantes à différents niveaux pour un impact durable. Comment ? Grâce à 2 types de financement d'envergure complètement différentes que nous allons voir maintenant, les partenariats de coopération et les partenariats à petite échelle. Voyons dans ce chapitre 2 la définition et la structure de ces partenariats pour la coopération. Comme vient de l'indiquer Estelle, 2 types de partenariats. Pour commencer, à qui s'adressent ces partenariats pour la coopération ? Ils s'adressent à toute structure, publique ou privée, active dans les champs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Il peut s'agir d'établissements de formation, d'associations, de collectivités territoriales, mais aussi d'entreprises, de chambres de commerce, etc. En fonction des secteurs et des priorités concernées, la transdisciplinarité et la diversité des acteurs sont encouragées. Pour les partenariats de coopération, tous les secteurs éducatifs du programme sont concernés. L'enseignement scolaire, l'enseignement à la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes. Pour les partenariats à petite échelle, 3 secteurs éducatifs sont concernés, l'enseignement scolaire, l'enseignement à la formation professionnelle et l'éducation des adultes. L'enseignement
supérieur n'est pas directement concerné, dans le sens où pas de priorités sont adressées dans ce type de projet. Cela ne signifie pas que les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent pas participer. Un établissement d'enseignement supérieur peut participer à un projet à petite échelle dont les objectifs répondent aux besoins et bénéficient à un autre secteur éducatif. Pour les partenariats à petite échelle, la priorité est donnée aux structures locales, aux novices dans la coopération européenne. Ils ont pour un objectif d'impulser une première dynamique de coopération européenne au niveau local. Quelques considérations techniques sur la structure de ces deux types de financement. La composition, pour commencer. Un partenariat de coopération est composé d'une structure coordinatrice qui dépose la candidature et reçoit les financements, et de structures partenaires. Pour un partenariat de coopération, 3 structures minimum de pays programmes sont nécessaires. La liste des 33 pays programmes, c'est-à-dire qui participent directement à Erasmus+, est disponible dans le guide du programme. À ces 3 structures peuvent être ajoutées des structures de pays dits partenaires, c'est-à-dire qui ne font pas partie du programme Erasmus+. Enfin, d'autres structures peuvent participer en tant que partenaires dits associés. Il s'agit de structures qui ne font pas formellement partie du partenariat et donc ne recevront pas de financement, mais peuvent intervenir sur différents aspects ou à certaines étapes du projet selon une expertise donnée. Pour un partenariat à petite échelle, seulement 2 structures de 2 pays programmes sont nécessaires. Il n'est en revanche pas possible d'inclure de structures de pays partenaires ni de structures au statut de partenaire associé. Concernant la durée, un partenariat de coopération peut durer de 12 à 36 mois et seulement de 6 à 18 mois pour un partenariat à petite échelle. Au niveau du budget, pour un partenariat de coopération, les financements peuvent aller de 100 000 à 400 000 euros, alors que pour un partenariat à petite échelle, 2 budgets fixes sont possibles, 30 000 ou 60 000 euros, nous reviendrons dessus, et 2 modalités de financement différentes pour chacun des partenariats, un financement proportionnel aux activités et aux besoins pour les partenariats de coopération et un financement forfaitaire, un budget fixe pour les partenariats à petite échelle. Un projet de partenariat, qu'il soit un partenariat de coopération ou un partenariat à petite échelle, s'articule autour de 3 grandes phases qui correspondent aux différentes activités à planifier et donc au budget alloué. Ces 3 phases sont le management du projet, des activités de coordination, de planification, des tâches administratives, des activités de mise en œuvre, d'implémentation qui comprennent des réunions de travail, des activités liées à la production de résultats, de livrables, les activités de formation, de tests, d'expérimentation de ces résultats. Et puis, 3e phase, la diffusion, la valorisation des résultats du projet, l'exploitation des résultats du projet, que ce soit via la publication de contenu, l'organisation d'événements. Voyons maintenant les règles budgétaires qui permettent de financer les activités de ces projets. Alors, comme nous l'avons vu, les règles de financement pour les projets de partenariat de coopération ou pour les partenariats à petite échelle sont différentes. On retrouvera donc pour les partenariats de coopération un système avec différents postes budgétaires selon les objectifs et les activités du projet et un montant calculé selon les postes budgétaires au choix. Nous verrons ensuite la règle nouvelle pour les partenariats à petite échelle qui consiste en 2 forfaits fixes de 30 000 ou 60 000 euros avec une estimation par le candidat de ses besoins par activité du projet. Commençons par les partenariats de coopération. Comment allez-vous présenter le budget prévisionnel de votre projet de partenariat de coopération? Vous le voyez à l'écran, différents postes budgétaires sont disponibles en fonction des objectifs et des activités que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre projet. Vous allez donc calculer votre budget prévisionnel en fonction de ces postes budgétaires que vous avez besoin d'ouvrir. Rappelez-vous, nous avons vu les grandes phases d'un projet de partenariat, management du projet, activités de mise en œuvre et diffusion et valorisation.
Le premier poste budgétaire concerne la gestion et la mise en œuvre du projet. Il couvre les dépenses des activités qui sont liées à la phase 1, management de projet, indispensable à tous les projets de partenariat de coopération. C'est donc un financement automatique qui sera systématiquement attribué à tous les projets financés. Ce poste budgétaire sert à couvrir les frais liés à la planification, la communication entre les partenaires, mais aussi parfois l'achat de matériel pédagogique, l'impression, la communication interne ou externe, en gros faire savoir que le projet existe. Le montant est calculé en fonction de la durée du projet et du nombre de partenaires. Ainsi, la structure coordinatrice recevra 500 € par mois et chaque partenaire 250 €. Par exemple, un projet de 12 mois qui regroupe 3 structures recevra 12 000 € sur ce poste. Ce budget est plafonné à 2 570 € par mois, ce qui correspond à un partenariat d'environ 10 structures, un coordinateur et 9 partenaires. Mais ça ne signifie pas que le nombre de partenaires est limité à 10. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ce budget de 2 570 € par mois, le montant sera plafonné et vous ne pourrez pas toucher plus par mois sur ce poste budgétaire. C'est le poste obligatoire pour tous les projets, on le répète. Les autres postes budgétaires sont ensuite à choisir en fonction de vos besoins et des activités que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre projet. Le second poste budgétaire couvre les frais liés à l'organisation de réunions transnationales. Ce financement peut être prévu pour les réunions entre partenaires à des fins de mise en œuvre de coordination du projet. Le montant est forfaitaire en fonction de la distance à parcourir pour chaque participant. Vous voyez les montants à l'écran. Le poste budgétaire suivant couvre des activités d'implémentation, de mise en œuvre du projet, la deuxième grande phase des différentes activités dont nous vous avons parlé. Le candidat peut ainsi choisir de prévoir des activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation pour atteindre ses objectifs et donc solliciter le poste budgétaire dédié. Ce poste comprend des frais de voyage sur la base donc d'un forfait qui dépend de la distance, avec un budget additionnel pour l'utilisation de transports avec une faible empreinte carbone. On pense notamment au train, au bus, au covoiturage. Ces frais de voyage seront complétés par des frais de séjour. Là, on est sur des forfaits journaliers en fonction du type de personne, donc personnel ou apprenant, et un plafonnement au bout d'une certaine durée. Et enfin, si justifié, un forfait peut être demandé pour du soutien linguistique sous certaines conditions, et ce sera le même principe d'un forfait par participant concerné. Les 2 postes budgétaires suivants servent à financer les partenariats de coopération qui ont pour objectif de produire des livrables et d'exploiter des résultats qui doivent être transférables. 2 types de financement peuvent être demandés. Le poste budgétaire résultat de projet. Il s'agit d'un montant forfaitaire qui servira à compenser le temps de travail passé à l'élaboration de ces résultats. Le forfait est journalier et dépend de la fonction de la personne dans le projet et pas de son métier. Et puis du pays dans lequel elle se situe. Ce qu'on appelle résultats livrables tangibles du projet sont par exemple des programmes de formation, du matériel pédagogique, des ressources éducatives libres, des outils informatiques, des analyses, des études, des méthodes d'apprentissage, etc. Ces résultats, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ils doivent être substantiels en qualité et en quantité. Ils doivent être innovants, significatifs et transférables. Donc, on rappelle qu'il s'agit bien ici d'indemniser pour partie les organisations partenaires pour le temps que les personnes passent à élaborer les résultats du projet de partenariat. Deuxième poste budgétaire, les événements de dissémination, qui sont par exemple des conférences, des séminaires, des événements nationaux et transnationaux, qui peuvent être sous forme physique ou virtuelle, et qui visent à partager et à diffuser les résultats du projet.
Il ne faut pas ici confondre avec la communication du projet qui, elle, peut être soutenue financièrement grâce au poste budgétaire gestion et mise en œuvre du projet. On est bien là sur un financement qui s'ouvre à partir du moment où votre projet produit des résultats. Et ce poste va financer l'exploitation et la communication autour des résultats du projet. Il existe ensuite un support spécifique inclusion qui vise à augmenter, à favoriser la participation de personnes ayant moins d'opportunités au programme, donc des personnes en situation de handicap, en milieu socio-économique défavorisé, en zone rurale, etc. Il s'agit d'un forfait par participant auquel viennent s'ajouter la prise en charge au réel de frais annexes. On pense par exemple à l'achat de matériel spécifique, etc. Enfin, un dernier poste budgétaire qui couvre les coûts exceptionnels. Il s'agira là donc d'indemnisation au réel, à 80% des frais réels, pour un maximum de 50 000 euros par projet, qui peut couvrir notamment des frais de distance élevés, etc. Passons maintenant aux règles budgétaires pour les partenariats à petite échelle. Donc, pour rappel, deux types de financement différents. Pour les partenariats à petite échelle, c'est donc la nouveauté du programme en 2021. On n'est plus sur un système donc, de postes budgétaires prélistés, mais sur un système de forfait fixe, c'est-à-dire que le candidat devra choisir en fonction des activités qu'il prévoit, si son budget sera financé à hauteur de 30 000 ou de 60 000 euros. Le forfait ainsi attribué doit couvrir toutes les activités que le candidat prévoit dans son projet. Voilà comment cela se traduit dans le formulaire. Après avoir indiqué les objectifs du projet, les résultats attendus dans une partie narrative, le candidat doit saisir des activités et estimer son besoin financier pour chacune. Les activités sont ainsi donc les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans le projet. Pour chaque activité, il sera demandé le lieu d'activité. Donc, les activités du projet doivent avoir lieu dans un des pays des organismes partenaires. Si pertinent et justifié, elles peuvent également avoir lieu au siège d'une instance européenne. Il faudra également estimer les dates de début et de fin d'activité, qui pourront bien sûr évoluer au cours du projet, la structure qui organise l'activité ou qui la pilote ou qui l'accueille, et celles qui y participeront. Et il faut donc estimer un budget pour cette activité. Ensuite, il faudra décrire pour chaque activité le contenu de l'activité, en quoi elle consiste, les participants et les bénéficiaires de l'activité, en quoi cette activité permet d'atteindre les objectifs du projet, quels sont les résultats spécifiques attendus pour cette activité. Et enfin, il est demandé d'expliquer comment le budget de l'activité a été calculé. Détail du calcul, estimation des coûts de chaque partie de l'activité, par exemple. Il en sera de même pour chaque activité du projet. Le total des montants des activités doit correspondre à un des forfaits proposés, c'est-à-dire 30 000 ou 60 000 euros. Pour vous montrer comment cela peut s'organiser avec un exemple. Donc, on est bien sur des exemples fictifs. Les montants sont totalement donnés à titre indicatif. On imagine là donc un partenariat entre deux structures, une structure A française, une structure B allemande, qui prévoit donc en activité 1 une réunion de coordination de projet. Donc, on est sur une réunion qui va servir vraiment à la coordination, à la mise en œuvre du projet. Une activité qui durera 3 jours de réunion. Elle aura lieu donc dans la structure A, donc la structure qui organise et la structure A, le partenaire français, avec 4 participants par structure. Et on estime que ce budget, cette activité va nécessiter un budget de 2 500 euros. Comment on calcule, comment on explique comment ce budget a été estimé? On va avoir donc des frais de voyage, évidemment, de la structure B à la structure A pour 4 personnes. On peut partir sur un forfait de 200 euros par personne. Imaginez donc des frais de séjour aussi, donc pour ces 4 personnes pendant 3 jours sur place, mais on peut aussi imaginer de l'achat de matériel, de la location de vélos, admettons. On peut imaginer que cette réunion prévoit une visite sur site et que dans des démarches durables, on utilise le vélo pour se déplacer, etc. Et l'addition de toutes ces activités, sous-activités, va donner un budget de 2 500 euros. Autre exemple, pour une autre activité, donc 3 partenaires dans cet exemple-là, une structure allemande, une structure française, une structure serbe, pour une activité qui serait donc la création d'un blog de bonnes pratiques. Là, on est sur une durée plus longue, c'est une activité qui prendra du temps.
C'est la structure A qui est pilote, les participants, donc 2 personnes par structure, et on imagine que c'est un livrable, enfin un bloc qui servira aux usagers des 3 structures, donc admettons 150 personnes, pour lequel on va donc estimer un budget de 7 000 €, dans lequel on prendra 2 réunions en compte, donc voyage et frais de séjour, comme vu précédemment, mais aussi, par exemple, l'achat d'une licence pour un outil de travail coopératif, la création graphique pour le blog, la communication, les réseaux sociaux, etc., pour arriver à ce budget de 7 000 €. Quelques conseils concernant cette demande de financement pour les partenariats à petite échelle. Tout d'abord, essayez de coller le plus possible à la réalité de vos besoins. Vous pouvez vous aider de devis, solliciter vos partenaires pour la construction du budget et l'estimation des différents coûts. Le budget doit être cohérent. Ne surestimez pas, mais ne sous-estimez pas non plus les frais qui vont être engagés dans votre projet. Gardez en tête les principes d'efficience et d'économie pour utiliser au mieux le budget qui vous sera alloué, tout en veillant bien sûr aux aspects qualitatifs de vos activités. Enfin, prenez en compte dès la construction de votre budget que le montant total, toute activité confondue, doit correspondre à un des 2 budgets, des 2 forfaits proposés, c'est-à-dire 30 000 ou 60 000 €. Nous vous conseillons de structurer vos partenariats à petite échelle en fonction toujours de nos 3 grandes phases de projet. Cela vous permettra d'éviter d'oublier des dépenses incontournables. Alors, nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette présentation, qui est donc préparer la candidature. Alors, pour se faire une rapide synthèse des éléments techniques que nous venons de voir, donc pour rappel, 4 secteurs éducatifs concernés par les partenariats de coopération, seulement 3 pour les partenariats à petite échelle. Une structure, un nombre de structures minimum qui varie, 2 seulement pour les partenariats à petite échelle et 3 pour les partenariats de coopération. Les partenariats de coopération qui peuvent impliquer des pays partenaires, à l'inverse des partenariats à petite échelle. 2 types de financement différents, et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, un financement qui peut être forfaitaire pour les partenariats à petite échelle et qui sera proportionnel aux activités demandées dans les partenariats de coopération. Et donc, des montants différents, donc 30 000 ou 60 000 pour les partenariats à petite échelle et de 100 000 à 400 000 pour les partenariats de coopération. Une fois que vous avez tout ça en tête, quelques éléments qualitatifs pour vous accompagner à la rédaction de votre candidature. Donc, pour être éligible, non, votre projet passera donc par une phase d'évaluation. Voilà les critères qui seront donc attendus, pertinence du projet, conception et mise en œuvre, qualité et modalités de coopération et impact et diffusion. Pour être éligible, un candidat devra obtenir 60 sur 100 minimum et la moyenne à tous les critères. Rentrons un petit peu dans les détails de ces critères d'évaluation et surtout des attendus en termes de qualité que vous aurez à réussir. Sur le critère pertinence. Alors, sachez que votre candidature sera regardée par un ou plusieurs évaluateurs. Donc, on s'interrogera en tout premier lieu donc, sur la pertinence de votre projet au regard du secteur et des priorités de ce secteur, des objectifs de l'action choisie, de son format. Donc, il est important de trouver une présentation de votre organisme et de vos partenaires, une analyse solide du contexte, une présentation des groupes cibles, donc le public qui fait le secteur, et une identification des besoins qui devront être pertinents et en adéquation avec vos objectifs. La manière de traiter les besoins sera vraiment prise en compte. On regardera aussi dans quelle mesure votre projet contribuera à développer vos capacités à coopérer à l'international. Et puis, on cherchera à comprendre dans votre candidature pourquoi vous vous positionnez sur un programme européen, si cela est nécessaire et cohérent, et quelle plus-value peut apporter votre projet pour vous, vos partenaires, votre public. Il faut bien aussi penser à ce que chaque partenaire peut apporter dans le partenariat. Un petit warning pour les partenariats de coopération. Évidemment, il y a une proportionnalité d'évaluation des projets sur les partenariats de coopération.
On ira vraiment chercher une analyse de besoins détaillée et un vrai travail autour notamment de l'inscription du projet dans le secteur sur lequel vous déposez votre candidature. Alors, concernant la partie qualité de la conception et de la mise en œuvre, l'évaluateur donc, regardera notamment donc, si les objectifs et la méthodologie sont clairs, réalistes et correspondent aux besoins des publics cibles. On regardera aussi au niveau de la conception du projet si vous avez bien pris en compte toutes les priorités transverses du programme. Vous avez bien compris qu'il y a des priorités dans lesquelles s'inscrire, mais au-delà des priorités que vous choisirez, il est demandé à tous les porteurs de projets dans le programme Erasmus de garder en tête ces 3 priorités et de mener le projet en prenant en compte ces priorités, c'est-à-dire prévoir d'inclure des personnes ayant moins d'opportunités pour la priorité de l'inclusion dans le programme Erasmus. Veillez à mettre en œuvre votre projet en accompagnant donc la transformation numérique, donc utiliser des outils numériques, des plateformes européennes par exemple, et concevoir votre projet de la manière la plus éco-responsable possible en incluant des pratiques vertes tout au long du projet et pas seulement pour les moyens de transport qui seront utilisés. Bon, petit conseil spécial, on va dire, pour les partenariats de coopération. Il sera regardé donc, si le projet prévoit des mesures appropriées de contrôle de la qualité, de suivi, d'évaluation. Et on regardera aussi si le projet prévoit des activités de formation ou d'enseignement, si une attention particulière est portée à la qualité et au public cible. Sur les qualités, les modalités de coopération, c'est-à-dire la qualité de l'équipe du projet et des modalités de coopération entre les partenaires. Il va être regardé le choix des partenaires, leur nature, les qualifications, les compétences, les expériences et expertises, la capacité à collaborer des structures qui forment le partenariat. On regardera aussi la répartition des tâches, l'équilibre des contributions, les mesures envisagées pour collaborer, l'implication d'organismes qui proviennent de secteurs différents, l'implication de nouveaux venus aussi, et puis l'éventuelle sollicitation de pays tiers. Pour les partenariats de coopération, on regardera le fait que le partenariat soit expérimenté pour porter un projet de plus grande envergure. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant qu'il y ait des nouveaux organismes qui participent à ce projet. Pour autant, il faudra bien justifier la façon de travailler ensemble pour permettre au projet d'atteindre les objectifs qui sont fixés et surtout de pouvoir atteindre les résultats que vous allez développer dans la candidature. Enfin, dernière partie de cette évaluation, c'est la partie impact et diffusion. Donc là, on regardera si le partenariat prévoit d'intégrer chaque étape et les résultats du projet dans l'activité régulière des structures, c'est-à-dire comment, au fil de l'eau, chaque avancée dans votre projet, chaque objectif atteint sera intégré dans la manière, on va dire, quotidienne que vous avez de gérer vos activités. On regardera aussi si le projet peut avoir un impact positif à la fois sur les participants, sur les structures et au-delà, donc au niveau régional, national, européen. Et on regardera enfin si le projet prévoit un plan de communication, de diffusion pour valoriser les avancées et résultats du projet. Ça, c'est un élément qui est important. C'est souvent que vous y pensez plutôt à la fin du projet. Là, il est demandé, dès le stade de la candidature, d'avoir un vrai plan pour communiquer, valoriser le projet tout au long donc, de son déroulé. Un attendu particulier aussi pour les partenariats de coopération. On s'attendra à avoir donc, un projet qui prévoit des résultats durables, transférables et qui peuvent être utilisés à différentes échelles, aussi bien locales, régionales qu'européennes. Pour bien préparer votre candidature, voici quelques éléments indispensables. Vous référez au guide du programme Erasmus+ 2021, on ne le répétera jamais assez. Consultez le chapitre Partenariat pour la coopération à partir de la page 167 de la version anglaise. La version française devrait bientôt être disponible dans quelques jours.
Prenez bien connaissance de la circulaire Erasmus+, qui sera publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale et qui précise les modalités de candidature des organismes français. N'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources que nous mettons à votre disposition sur le site Mon projet Erasmus+. Consultez régulièrement ce site. Nous y intégrons des contenus au fur et à mesure des dates butoirs de l'appel à propositions. Vous y trouverez tous les documents, les tutoriels, des ressources pour remplir votre formulaire de candidature et déposer votre demande de financement. Beaucoup Enfin, d'entre vous se demandent comment trouver des partenaires européens. Sachez que les plateformes EPAL, eTwinning et School Education Gateway permettent de rechercher des partenaires. Des rubriques dédiées existent sur chacune de ces plateformes. concernant donc les outils qu'Estelle vient de vous présenter, hein, donc EPAL, eTwinning par exemple, ou encore d'autres outils comme Euroguidance, Europass ou la UEFA, nous vous avons mis à disposition sur le site de l'agence cette infographie qui en fait reprend tout un déroulé de projet, hein, de l'idée de projet jusqu'à après le projet, et vous explique justement comment chacun de ces outils peut intervenir aux différentes étapes de votre projet, que ce soit pour les étapes de préparation, de recherche de partenaires comme on vient de le voir, mais aussi des outils pour coopérer, pour valoriser les résultats de projet, etc. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Ensuite, pour continuer sur ces modalités de candidature, une étape très concrète, hein, comment candidater. Donc, tous les appels à propositions sont maintenant disponibles sur une nouvelle plateforme mise en place par la Commission européenne qui centralise tous les appels à propositions, tous secteurs confondus. Des étapes préalables sont nécessaires, notamment l'étape de la création d'un compte UE Logging et d'un code OID pour chaque partenaire. On est sur des étapes très techniques et vous retrouverez tout le détail pour vous accompagner pas à pas sur le site Mon projet Erasmus+. Un rappel également, les établissements d'enseignement supérieur, la charte ETCHE, la charte de l'enseignement supérieur est requise pour candidater, quel que soit le type de projet. Une fois tous ces éléments pris en compte, le formulaire sera donc à compléter et à soumettre en ligne sur la plateforme, tout en respectant bien les délais du calendrier que nous verrons juste après. Ensuite, des éléments aussi à prendre en compte. Donc, il y a une déclaration sur l'honneur pour les partenariats qui est à faire signer, ainsi que des mandats entre partenaires. Pour information, ces documents vous seront demandés dès le stade de la candidature, mais ils seront surtout à avoir en main au moment de la signature des contrats, le cas échéant. Donc, un calendrier rapide pour voir où nous en sommes. Donc, le guide du programme et les appels à propositions sont sortis le 25 mars dernier. Nous attendons la mise à disposition des formulaires qui devraient arriver d'un jour à l'autre. 2 rounds pour les projets de partenariat à petite échelle, un seul pour les partenariats de coopération. Donc, gardez bien en tête cette date de clôture du premier round, qui est donc le 20 mai 2021 à midi, heure de Bruxelles. Aucune candidature soumise après cette date et horaire ne pourra être acceptée. Un second round aura lieu donc pour les partenariats à petite échelle, qui sera donc le 3 novembre 2021. Et des débuts de projet donc, qui varient en fonction de la date de dépôt, mais pour les projets donc, du premier round, les projets pourront débuter entre le 1er novembre ou le 28 février de l'année prochaine. Et pareil pour les partenariats à petite échelle. Si vous candidatez donc sur le second round, on est sur des projets qui commenceront plutôt au printemps 2022. Pour clôturer cette session d'information, sachez que des sessions de questions-réponses seront organisées par secteur. Donc, les dates sont affichées à l'écran. Donc, vous pourrez, dès la fin du visionnage de cette vidéo, aller saisir des questions donc, sur un formulaire en ligne qui est mis à disposition donc, sur le site Prêt pour Erasmus. Saisir vos questions auxquelles nous répondrons donc, lors de ces sessions de questions-réponses spécifiques par secteur éducatif. Nous vous remercions de votre attention pour cette session et nous vous souhaitons bon courage dans votre dépôt de projet. À bientôt.